Quand mes parents ont disparu pendant une semaine, j'ai cru qu'ils étaient repartis pour une de leurs escapades discrètes habituelles. Mais quand je suis entré dans leur maison, j'ai entendu quelque chose respirer à l'intérieur du placard. Restez avec moi jusqu'à la fin, car ce qui a commencé comme une simple visite pour prendre de leurs nouvelles s'est transformé en l'instant le plus terrifiant de ma vie. Mon nom est Nia Fairbank. J'ai 27 ans, je suis infirmière aux urgences à Atlanta, et mes parents, Calvin et Lorraine, sont le genre de personnes qui aiment la paix et le calme. Ils partent souvent en voyage sans trop en dire, mais ils m'appellent ou m'envoient toujours un message avant de partir. Cette fois, ils ne l'ont pas fait. Une semaine entière s'est écoulée sans aucune nouvelle d'eux. Pas d'appel. Pas de message. Juste le silence. Au début, j'ai essayé de me convaincre qu'ils allaient bien. Peut-être qu'ils avaient perdu leur téléphone, ou que le signal était mauvais là où ils étaient allés. Mais quand la meilleure amie de ma mère, Madame Porter, a appelé pour me demander si j'avais eu de leurs nouvelles, un froid s'est installé dans ma poitrine. Quelque chose n'allait pas. J'ai fait un petit sac et j'ai conduit jusqu'à leur maison en Géorgie rurale, une zone calme et bordée d'arbres à environ 2 heures d'Atlanta. Leur maison blanche se dressait au bout d'un long chemin de terre, immobile et silencieuse. L'air était lourd, comme si le monde retenait son souffle. Quand je suis entré, tout semblait normal. Trop normal. Le salon était impeccable, les coussins du canapé parfaitement arrangés, les lunettes de lecture de mon père toujours sur la table basse. Mais quand j'ai ouvert le réfrigérateur, l'odeur m'a frappé de plein fouet. La nourriture était gâtée, le lait caillé, les restes devenant moisis. Ils n'étaient pas rentrés depuis des jours. J'ai marché de pièce en pièce, les appelant même si je savais déjà qu'ils ne répondraient pas. Leur téléphone était sur le comptoir de la cuisine, tous deux éteints. Dans la chambre de ma mère, son sac à main était toujours posé sur la commode, intact. Mon cœur battait de plus en plus vite. C'est là que je l'ai entendu, un son doux, comme une respiration. J'ai figé. C'était faible mais régulier, venant du coin de la chambre. Mes yeux se sont dirigés vers la porte du placard. La poignée tremblait, juste légèrement, mais assez pour que mon estomac se noue. Je me suis dit que ce n'était rien, peut-être un courant d'air ou un animal qui était entré d'une manière ou d'une autre. Mais au fond, je savais que ce n'était pas ça. Je l'entendais maintenant, plus clairement, le bruit lent et irrégulier de quelqu'un, ou de quelque chose, qui respirait derrière cette porte. J'ai saisi le tisonnier de la cheminée dans le couloir, mes mains tremblantes. La maison était silencieuse à part ce son. Je me suis approché, chaque grincement du plancher résonnant dans mes oreilles. « Maman ? Papa » ai-je murmuré. Pas de réponse. La poignée de la porte a tressauté à nouveau. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai enroulé mes doigts autour. Mon pouls martelait si fort que j'ai cru qu'il allait exploser ma poitrine. Et puis, d'un mouvement rapide, j'ai tiré la porte. La porte du placard s'est ouverte et j'ai figé. Ma prise sur le tisonnier s'est resserrée alors que je fixais les ombres. Pendant un instant, je m'attendais à voir quelqu'un accroupi à l'intérieur. Mais l'espace était vide, aucune silhouette, aucun mouvement, juste le silence. Mon cœur battait toujours la chamade quand mes yeux ont aperçu quelque chose dans le coin. C'était le vieux sac de sport en cuir de mon père. Je m'en souvenais clairement. Il l'utilisait chaque fois qu'il voyageait pour le travail. Mais pourquoi était-il ici, au fond du placard, caché sous une couche de poussière? Je me suis agenouillé et l'ai ouvert lentement, effrayé par ce que je pourrais y trouver. À l'intérieur se trouvaient des liasses de billets, d'épaisses piles enveloppées d'élastique. Mon souffle s'est coupé. Il devait y avoir des milliers de dollars. Sous l'argent, j'ai vu quelque chose de petit et de brillant, la bague de mariage de ma mère. Elle ne l'enlevait jamais, même quand elle cuisinait ou jardinait. La voir là m'a tordu l'estomac. Il y avait aussi une enveloppe, de couleur crème et usée, avec mon nom écrit dessus de la main de mon père. Pour Nia, si quelque chose arrive. Mes mains tremblaient alors que je la déchirais. La lettre à l'intérieur était courte, écrite de la main de ma mère cette fois. Elle disait, « Nia, si tu lis ceci, cela signifie que les choses sont allées trop loin. Ne fais confiance à personne de la famille. Surtout ceux qui viendront faire semblant de s'inquiéter. Prends ce que tu trouves ici et reste silencieuse. Nous t'aimons. » J'ai fixé les mots jusqu'à ce qu'ils se brouillent. Ne fais confiance à personne de la famille. Qu'est-ce que cela pouvait bien vouloir dire? Pourquoi mes parents écriraient-ils quelque chose d'aussi étrange?
Avant que je puisse réfléchir, un bruit fort m'a fait sursauter, une portière de voiture qui claquait à l'extérieur. J'ai sauté, laissant tomber la lettre. Mon pouls est monté en flèche. Qui pouvait bien être là? Personne ne savait que j'étais ici. J'ai couru à la fenêtre et j'ai jeté un coup d'œil à travers le rideau. Un homme grand marchait vers le porche. Quand il est entré dans mon champ de vision, je l'ai immédiatement reconnu, Jamal Riz, mon cousin. Il vivait à 3 heures de là, à Mâcon, et nous ne nous étions pas parlé depuis des mois. Il a fait un signe de la main quand il m'a vu à travers la vitre, souriant comme si tout était normal. Mais quelque chose chez lui m'a serré la poitrine. Il avait l'air nerveux. Ses yeux bougeaient trop vite, balayant la cour, les fenêtres, la voiture avec laquelle j'étais venu. J'ai fourré la lettre dans l'enveloppe, l'ai cachée dans ma veste et j'ai poussé le sac de sport sous le lit. Au moment où Jamal a frappé, j'essayais de ralentir ma respiration. « Salut cousine », a-t-il dit, me donnant une brève accolade qui semblait maladroite et forcée. « J'ai entendu dire que personne ne pouvait joindre tes parents. J'ai pensé venir vérifier aussi. » Sa voix était trop décontractée, son sourire trop forcé. Mes instincts me hurlaient que quelque chose n'allait pas. Alors qu'il regardait autour de la maison, ses yeux se sont attardés sur la porte du placard. Puis il s'est tourné vers moi et a demandé doucement, « Tu n'as rien trouvé de bizarre, n'est-ce pas ?» Les pas dans le noir. Cette nuit-là, après l'arrivée de Jamal, je n'arrêtais pas de penser à la lettre. Ne fais confiance à personne de la famille. Ces mots continuaient de résonner dans ma tête. Et chaque fois que Jamal souriait ou posait une question, un frisson me parcourait. Il a insisté pour rester la nuit, disant qu'il n'était pas sûr que je sois seul dans la maison. J'ai accepté, même si quelque chose en moi me murmurait que je ne devrais pas. Pourtant, faire semblant de lui faire confiance semblait plus intelligent que de montrer ce que je ressentais vraiment. Alors que le soleil se couchait, j'ai essayé de garder les choses normales. J'ai fait un dîner simple, du mac and cheese à la manière de ma mère, et Jamal a raconté des histoires sur notre enfance. Mais mon esprit revenait au passé, au réseau compliqué qu'était notre famille. Mon père, Calvin Fairbank, n'avait pas parlé à son frère Marcus, le père de Jamal, depuis près de 15 ans. La dispute avait commencé à cause d'une affaire qui avait mal tourné, mais personne ne m'avait jamais raconté toute l'histoire. Je me souviens d'avoir été enfant et d'avoir entendu ma mère chuchoter à mon père, « Marcus ne se soucie que de l'argent. » Mon père était sorti de la pièce, en colère, et c'était la dernière fois que le nom de son frère était mentionné dans notre maison. Maintenant, le fils de Marcus était assis en face de moi, mangeant comme si de rien n'était. Jamal posait des questions désinvoltes, quand j'étais arrivé, si j'avais trouvé quelque chose d'étrange, quand j'avais parlé à mes parents pour la dernière fois. J'ai répondu avec prudence, surveillant ses yeux. Il ne restait jamais immobile très longtemps. Il continuait de jeter des regards vers le couloir, vers le bureau de mon père. Après le dîner, j'ai fait semblant d'aller me coucher tôt, mais je suis resté éveillé, à l'écoute. Vers minuit, j'ai entendu de légers pas grincer dans le couloir. J'ai glissé hors de ma chambre et les suivis doucement. Jamal se tenait devant la porte du bureau de mon père, essayant de l'ouvrir. Quand j'ai allumé la lumière, il s'est figé comme un enfant pris en flagrant délit de vol de biscuits. « Qu'est-ce que tu fais ?» ai-je demandé. Il a balbutié. « Oh, je cherchais juste leur numéro de téléphone. Tu sais, peut-être qu'ils ont appelé quelqu'un avant de partir. » C'était une excuse boiteuse. L'annuaire téléphonique de mes parents était dans la cuisine, pas enfermé dans le bureau privé de mon père. Je ne l'ai pas pressé, cependant. J'ai juste hoché la tête et dit que je l'aiderais à chercher le matin. Son sourire n'atteignait pas ses yeux. Plus tard, quand il s'est finalement endormi sur le canapé, je me suis glissé dehors. L'air nocturne était frais et vif alors que je marchais vers sa voiture. La porte du passager était déverrouillée. J'ai fouillé dans la boîte à gants, espérant trouver quelque chose, n'importe quoi. C'est là que je l'ai vu. Un morceau de papier plié avec les noms de mes parents imprimés en haut. C'était un relevé bancaire affichant plusieurs gros retraits effectués au cours des 2 dernières semaines. Des dizaines de milliers de dollars. Mon estomac s'est effondré. Jamal n'était pas seulement venu pour prendre des nouvelles de mes parents. Il savait quelque chose, peut-être même où ils étaient. Ou pire, pourquoi ils avaient disparu en premier lieu. Le sous-sol verrouillé. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Chaque grincement du sol, chaque murmure du vent à l'extérieur de la fenêtre tendait mes nerfs.
Les ronflements de Jamal provenaient du salon, mais je ne leur faisais pas confiance. Mon esprit continuait de tourner autour de ce relevé bancaire et de la lettre qui m'avertissait de ne faire confiance à personne de la famille. Il manquait encore quelque chose que mes parents avaient essayé de garder caché. C'est là que je me suis souvenu de la porte du sous-sol. Mon père l'avait toujours gardée verrouillée. Même quand j'étais petite, il disait, c'est mon espace de travail, Nia. Interdit. Je n'ai jamais posé de questions. Mais maintenant, après tout ce qui s'était passé, cela me semblait être le seul endroit qui pourrait encore détenir des réponses. Je me suis glissé hors de ma chambre, veillant à ne pas réveiller Jamal. Les planchers gémissaient sous mes pieds, et je m'arrêtais tous les quelques pas, à l'écoute. Sa respiration restait régulière. J'ai atteint la porte du sous-sol et je me suis accroupi, examinant le cadenas. Il était vieux et rouillé. Je me suis souvenu où papa gardait ses clés de rechange, à l'intérieur d'une boîte à café au-dessus du réfrigérateur. Mes mains tremblaient alors que je les essayais une par une, jusqu'à ce que j'entende le clic. La porte s'est ouverte en grinçant, libérant une vague d'air frais et vicié. J'ai allumé la lampe de poche de mon téléphone et j'ai descendu les marches. L'espace sentait légèrement la fumée et le vieux papier. Des boîtes étaient empilées contre les murs. Certaines étaient brûlées sur les bords, comme si quelqu'un avait essayé de les détruire, mais s'était arrêté à mi-chemin. Je me suis agenouillé près de l'une d'elles et j'ai sorti un dossier. À l'intérieur se trouvaient des documents légaux, des titres de propriété, de vieilles lettres et des photocopies de chèques. Puis j'ai trouvé des photos. Des dizaines. Mon père, mon oncle Marcus et Jamal. Tous plus jeunes, tous souriant devant des chantiers de construction et des bureaux. Mais il y avait une tension sur leur visage, même sur ces vieilles images. Je les ai feuilletées jusqu'à ce qu'une photo me coupe le souffle. Elle montrait mes parents debout devant une cabane en bois entourée de grands arbres. Au dos, écrite de la main de mon père, se trouvaient deux mots. Moss Creek. Avant que je puisse le traiter, j'ai entendu un bruit derrière moi. Un léger grincement dans les escaliers. Je me suis retourné, mon cœur martelant. Jamal se tenait là, lampe de poche à la main, son visage à moitié dans l'ombre. « Qu'est-ce que tu fais ici, Nia ?» Sa voix était basse, prudente. Je me suis levé lentement, serrant la photo dans ma main. « Je pourrais te demander la même chose, ai-je dit. » Il s'est approché, ses yeux se plissant. « Tu ne devrais pas être ici. Donne-moi tout ce que tu as trouvé. » J'ai forcé un rire nerveux et j'ai tendu un papier au hasard du bureau. Ça. Ce ne sont que de vieilles reçues. Il me l'a arraché, y jetant un coup d'œil rapide avant de le mettre dans sa poche. Ne fouine plus, a-t-il averti. J'ai hoché la tête, faisant semblant d'être d'accord, mon autre main glissant la photo de Moss Creek en toute sécurité dans ma poche. Quand il s'est finalement détourné, j'ai murmuré sous mon souffle. Je crois que je sais où ils sont allés. Le piège de la cabane. Je suis parti avant le lever du soleil. Jamal dormait toujours sur le canapé, un bras pendant sur le bord, son téléphone posé sur sa poitrine. Je me suis déplacé doucement, attrapant mes clés de voiture et la photo dans ma poche. Le mot Moss Creek me brûlait l'esprit. Je ne savais pas exactement où c'était, mais mon père m'y avait emmené pêcher quand j'étais enfant. C'était à environ 2 heures de là, caché profondément dans les bois. La route était longue et vide, la brume s'enroulant autour des arbres pendant que je conduisais. Mon téléphone n'avait pas de signal la plupart du temps, mais je m'en fichais. J'avais juste besoin de réponses. L'idée que mes parents puissent encore être là, vivants, maintenait mes mains stables sur le volant. Au moment où j'ai atteint le chemin de terre menant à Moss Creek, le soleil matinal perçait le brouillard. La cabane ressemblait exactement à la photo. Petite, en bois, et entourée des pépins. Mais en garant la voiture, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Les marches du devant étaient poussiéreuses, mais il y avait de faibles empreintes menant à la porte. Des empreintes fraîches. J'ai poussé la porte, les charnières grinçant. À l'intérieur, l'air était lourd du parfum de bois et de poussière. Elle semblait abandonnée à première vue, toile d'araignée dans les coins, cheminée froide. Mais de petites choses racontaient une autre histoire. Une bouteille de bourbon à moitié vide était posée sur la table, la même marque que mon père achetait toujours. L'écharpe fleurie de ma mère était drapée sur le dossier d'une chaise. Ma poitrine s'est serrée. Maman? Papa? Ma voix s'est brisée en écho à travers la cabane.
Le silence a répondu. J'ai cherché dans chaque pièce, ne trouvant que de vieux meubles et les restes de repas refroidis depuis longtemps. Puis, dans le salon, quelque chose a attiré mon attention, un tapis légèrement déplacé. Je l'ai tiré et j'ai trouvé une poignée métallique encastrée dans le sol. Mon souffle s'est accéléré. Une trappe. Les charnières ont gémi alors que je l'ouvrais. Un escalier étroit menait à l'obscurité. J'ai allumé la lampe de poche de mon téléphone et je suis descendu lentement, mon cœur cognant dans mes oreilles. Au fond se trouvait une petite pièce souterraine éclairée par une seule ampoule suspendue. Il y avait 2 sacs de couchage, un vieux lit de camp, une pile de conserves. Et puis je les ai vus. Mes parents. Ma mère était assise contre le mur, pâle et faible, tandis que mon père luttait pour se lever quand il m'a vu. Nia. Sa voix s'est brisée sur mon nom. J'ai couru vers eux, les larmes brouillant ma vision. Oh mon Dieu, je vous croyais mort. Mon père m'a serré contre lui, tremblant. Nous n'avions pas le choix. Marcus et Jamal, ils ont essayé de me faire chanter. C'est à propos de la terre que votre grand-père nous a laissée. Il y a du pétrole là-bas, qui vaut des millions. Ils voulaient ma part, et quand j'ai refusé, ils nous ont menacés. Les yeux de ma mère se sont remplis de peur. Elle a saisi ma main et a murmuré, sa voix à peine audible. Ils viendront pour toi ensuite. Le plan est l'aveu. J'ai passé les 2 jours suivants à la cabane, prenant soin de mes parents. Ils étaient faibles, pâles et déshydratés, mais vivants. Ma mère pouvait à peine marcher sans s'appuyer sur moi. Et les mains de mon père tremblaient lorsqu'il essayait de boire de l'eau. J'ai nettoyé la petite pièce souterraine, fait de la soupe avec les conserves qu'ils avaient stockées et les ai aidés à se reposer. Les voir ainsi m'a brisé, mais au moins, ils étaient là, en sécurité, pour l'instant. Quand mon père, Calvin, a finalement eu assez de force pour s'asseoir, je lui ai posé la question qui me hantait. Papa, pourquoi? Pourquoi avez-vous dû vous cacher comme ça? Il s'est frotté le front et a soupiré lourdement. Parce que je n'avais pas d'autre choix, Nia. Sa voix était rauque, fatiguée et pleine de quelque chose que je n'avais jamais entendu chez lui auparavant, la peur. Tu te souviens de ton oncle Marcus, n'est-ce pas? J'ai hoché la tête lentement. Bien sûr. Le père de Jamal. Il a acquiescé. Quand ton grand-père est décédé, il nous a laissé à tous les 2 des parts égales de cette terre près du comté de Monroe. À l'époque, elle ne valait pas grand-chose. Juste de la terre et des arbres. Mais l'année dernière, une compagnie a découvert des réserves de pétrole là-bas. Soudain, la terre est devenue une valeur de millions. J'ai senti mon cœur s'accélérer. Et oncle Marcus voulait tout? Mon père a eu un rire amer. Il l'a toujours voulu. J'ai refusé de vendre ma part. Je lui ai dit que je voulais garder la terre pour les générations futures. C'est là qu'il a commencé à comploter. Il a falsifié ma signature sur des documents légaux. Des documents qui donnaient l'impression que j'avais pris de l'argent d'un compte d'investissement partagé. Il a menacé de me dénoncer pour détournement de fonds si je ne lui signais pas ma part. Mon estomac s'est tordu. C'est insensé. Il ne peut pas faire ça. Il l'a déjà fait, a dit ma mère faiblement depuis le lit de camp. Je les ai entendus parler un soir. Marcus a dit à Jamal de s'en occuper discrètement. C'est là que nous avons su que nous devions disparaître. Nous ne pouvions pas risquer que tu sois entraîné là-dedans. J'ai eu froid partout. Mon oncle avait piégé mon père. Et mon cousin l'avait aidé. Vous vous cachiez d'eux, ai-je murmuré. Votre propre famille. Mon père m'a regardé, la culpabilité obscurcissant ses yeux. Je pensais que nous pourrions régler ça discrètement. Mais Marcus est puissant. Il a des gens et des avocats, des relations. Si je vais voir la police sans preuve, il va nous enterrer. J'ai serré les poings, la colère remplaçant la peur. Alors nous allons trouver des preuves. Nous allons le démasquer. Je ne les laisserai pas vous détruire. Ma mère a tendu la main vers la mienne, sa poigne étonnamment forte. Nia, promets-moi d'être prudente. Marcus ne s'arrête pas tant qu'il n'obtient pas ce qu'il veut. Je l'arrêterai d'abord, ai-je dit fermement. Pour la première fois, un petit sourire est apparu sur le visage de mon père. Tu ressembles tellement à ta mère, a-t-il murmuré. J'ai commencé à emballer le sac de sport avec les quelques documents qu'ils avaient sauvés, déterminé à découvrir la vérité. Juste à ce moment-là, mon téléphone a vibré sur la table.
Un nouveau message. De Jamal. Je sais que tu les as trouvés. Je n'ai pas parlé à mes parents du message de Jamal. Ils étaient trop faibles et je ne voulais pas les effrayer. Au lieu de cela, j'ai élaboré un plan. Si Jamal voulait parler, je m'assurerais qu'il dise exactement ce que j'avais besoin d'entendre, enregistré. Le lendemain matin, je lui ai répondu par texto. Retrouvons-nous. Je veux juste comprendre ce qui se passe. Il a répondu presque instantanément avec un lieu. Un vieux café en bordure de la ville. J'y suis allé tôt, je me suis garé de l'autre côté de la rue et j'ai pris quelques respirations profondes. Mes mains tremblaient, mais mon esprit était clair. J'ai ouvert l'application d'enregistrement vocal sur mon téléphone, je l'ai glissé sous ma manche et j'ai appuyé sur enregistrer. C'était le moment. Quand Jamal est entré, il avait l'air décontracté, comme si c'était une visite familiale normale. Mais ses yeux étaient vifs, perçants, toujours en train de calculer. « Tu as l'air fatiguée, cousine », a-t-il dit, s'asseyant. « Quelques jours difficiles. » J'ai forcé un petit sourire. « Oui, j'ai essayé de démêler les choses. » « Tu as dit que tu voulais aider, alors peut-être commencer par me dire la vérité. » Il s'est penché en arrière, faisant semblant de réfléchir. « La vérité, hein ? C'est compliqué. »« Et c'est moi », ai-je dit doucement. Pendant un moment, il a juste fixé son café, le remuant sans le boire. Puis, presque comme s'il se parlait à lui-même, il a commencé à parler. « Mon père avait besoin d'argent rapidement. Il disait que ton père était assis sur une mine d'or et qu'il était égoïste. Alors, nous avons fait ce que nous avions à faire. Mon cœur a fait un bond. Tu as falsifié sa signature, n'est-ce pas ? » Jamal ne m'a pas regardé. Marcus m'a dit que ce n'était que de la paperasse pour transférer temporairement des fonds. Mais oui, j'ai signé certaines choses. J'ai pris de l'argent de leur compte. Ce n'était pas censé devenir aussi compliqué. Il s'est frotté le front. Je ne savais pas qu'il s'enfuirait. Ce n'était pas dans le plan. J'ai gardé mon visage neutre, même si mon estomac se tordait. Chaque mot qu'il disait était enregistré. L'ancien avocat de mon père, M. Holloway, saurait exactement quoi en faire. Alors que Jamal divaguait sur la façon dont la famille devrait tout partager, j'ai tranquillement envoyé le fichier d'enregistrement à l'email de M. Holloway. Mon téléphone a vibré faiblement, confirmant que c'était envoyé. C'est là que le ton de Jamal a changé. Il a froncé les sourcils et s'est penché en avant. « Qu'est-ce que tu viens de faire ? » « Rien, » ai-je dit rapidement, glissant mon téléphone dans ma poche. Il s'est levé si vite que sa chaise a raclé le sol. Ses yeux étaient maintenant sauvages. « Tu es en train de m'enregistrer, n'est-ce pas ? » Avant que je puisse réagir, il s'est jeté sur la table, me saisissant le poignet avec force. Les gens autour de nous se sont retournés de surprise. « Donne-moi ton téléphone », a-t-il sifflé. J'ai essayé de me dégager, mais sa prise s'est resserrée. « Lâche-moi, Jamal », ai-je crié, ma voix brisant le calme du café. Il a cherché ma poche, mais je me suis tordu sur ma chaise, criant plus fort cette fois. « Au secours ! Que quelqu'un appelle la police !» Des chaises ont raclé, des tasses se sont brisées, et tout le café s'est tourné vers nous alors que Jamal essayait désespérément de prendre mon téléphone. Le feu et la confrontation finale. Jamal s'est enfui avant l'arrivée de la police. Un instant, sa prise était sur mon poignet, et l'instant d'après, il s'est précipité hors de la porte du café, bousculant des clients surpris. Je suis restée assise, tremblante, serrant mon téléphone. En quelques minutes, 2 officiers se sont précipités après que je les ai appelés, et j'ai remis l'enregistrement. C'était une preuve solide, sa propre voix admettant tout. À la tombée de la nuit, ils l'ont trouvé caché dans un motel bon marché près de l'autoroute. La police a appelé pour confirmer son arrestation. J'ai ressenti un soulagement, mais il fut de courte durée. Quand j'ai demandé s'ils avaient localisé Marcus, l'officier a hésité. « Aucun signe de lui pour l'instant, madame », a-t-il dit. « Mais nous continuerons de chercher. » J'ai raccroché, mal à l'aise. Marcus était plus intelligent, plus froid. Il ne s'enfuirait pas en panique comme Jamal. Il ferait son prochain pas avec prudence. Le lendemain matin, je suis retourné à la maison de mes parents. Je pensais que nous pourrions peut-être enfin les ramener à la maison, leur montrer que c'était fini. L'air était calme quand j'ai tourné sur le chemin de terre,
les oiseaux chantant faiblement à travers les arbres. Mais en m'approchant, quelque chose d'étrange m'a frappé, une épaisse colonne de fumée s'élevant dans le ciel. Mon cœur s'est effondré. J'ai appuyé sur l'accélérateur. Quand j'ai atteint l'allée, les flammes léchaient déjà les fenêtres. La maison était en feu. Maman. Papa. J'ai crié, ouvrant la portière de la voiture. La chaleur m'a frappé comme une vague, suffocante et chaude. J'ai couru vers le porche, couvrant ma bouche avec mon bras. L'odeur du bois et du tissu brûlé remplissait l'air. J'entendais de faibles toux à l'intérieur. Je n'ai pas réfléchi. J'ai juste couru. Le salon était englouti par la fumée, mais j'ai pu distinguer deux formes près de la cuisine. Mon père essayait de tirer ma mère vers la porte de derrière, mais ils étaient faibles. Je les ai saisis tous les deux, criant « Venez, bougez ». Nous avons trébuché tous les trois sur la pelouse juste au moment où le toit a craqué et s'est effondré vers l'intérieur. Mon père a toussé fort, serrant mon bras. « Marcus » a-t-il râlé. Il a fait ça. Il essaie d'effacer toute trace. J'ai regardé la maison en feu, la poitrine serrée. Tous leurs souvenirs, toutes leurs preuves étaient réduits en cendres. Mais puis je me suis souvenu de quelque chose. Le sac de sport, ai-je dit soudain. J'ai couru vers ma voiture et j'ai ouvert le coffre. Le même vieux sac en cuir que j'avais trouvé dans le placard était là, exactement où je l'avais laissé. À l'intérieur se trouvaient les documents que mon père avait gardés cachés. Titres fonciers, papiers d'assurance, relevés bancaires, et même de vieilles photos de Marcus et Jamal au bureau de leur compagnie. Tout ce que Marcus voulait détruire était là. Le feu rugissait plus fort, la lumière orange dansant sur mon visage. Ma mère s'est appuyée contre mon père, des larmes coulant sur la suie sur ses joues. J'ai serré le sac fort, regardant les flammes consumer ce qui restait de la maison. Ma voix est sortie douce, presque un murmure. Il a essayé d'enterrer la vérité. Il y avait eu 3 semaines calmes depuis l'incendie. La police a confirmé l'aveu complet de Jamal et des accusations étaient en cours. Mes parents vivaient avec moi maintenant, se remettant, et pour la première fois depuis des mois, j'ai cru que nous pouvions enfin respirer. Les papiers du sac de sport avaient blanchi le nom de mon père. La compagnie pétrolière nous avait même contactés, promettant de restaurer ce que Marcus avait volé. Mais cette nuit-là, le calme s'est brisé. Il était un peu après minuit. Je me suis réveillé à cause d'un faible grincement provenant du salon. Au début, j'ai cru que c'était le vent, mais j'ai ensuite entendu des pas lents et délibérés. Mon estomac s'est transformé en glace. J'ai glissé hors du lit, mon cœur battant la chamade. Quand j'ai jeté un coup d'œil au coin, une silhouette se tenait dans le noir, en silhouette par la faible lumière de la ville filtrant à travers les stores. Marcus Rees. Son visage était plus maigre, plus dur, les yeux sauvages. Dans sa main, un pistolet. « Bonjour, Nia », a-t-il dit, la voix régulière mais pleine de venin. « Tu m'as tout coûté. » J'ai forcé mon calme. « Tu t'es fait ça à toi-même, Marcus. » Il s'est approché, levant légèrement le pistolet. « Ton père aurait dû se taire. Tu aurais dû rester en dehors de ça. Sais-tu seulement ce que tu as détruit? Cette terre était censée assurer notre famille pour des générations. » J'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone sur le comptoir. L'application d'enregistrement vocal était déjà ouverte. J'avais commencé dès l'instant où j'avais entendu le bruit. J'avais besoin qu'il parle. « Tu as falsifié des documents, Marcus. Tu as volé de l'argent. Ce n'est pas assurer un héritage, ai-je dit, gagnant du temps. » Il a ri amèrement. J'ai fait ce que je devais. Calvin a toujours cru qu'il était meilleur que moi, mais ce sont les intelligents qui survivent, Nia. Il s'est rapproché. Où est le sac? Ne me mens pas. Je l'ai brûlé, ai-je dit doucement, gardant ma voix égale. Il est parti. Sa mâchoire s'est crispée. Tu mens. Il a levé le pistolet. Dis-moi où il est, où? Marcus, non. La nouvelle voix venait de derrière l'embrasure de la porte. Mon père est sorti de l'ombre, l'emmai stable, un morceau de tuyau métallique à la main. Sa présence a figé Marcus au milieu de son pas. Pose cette arme, a dit mon père. Tu en as assez fait. Pendant un moment, personne n'a bougé. Puis Marcus a braqué le pistolet vers lui. Mon père a bondi. Le coup de feu est parti, assourdissant dans le petit espace, mais la balle a touché le mur.
Mon père a frappé le poignet de Marcus, et l'arme a cliqueté sur le sol. Ils ont lutté, renversant une lampe, jusqu'à ce que je donne un coup de pied dans l'arme pour l'éloigner. En quelques secondes, des lumières rouges et bleues ont clignoté à l'extérieur. La police a fait irruption, criant des ordres. Marcus a été maîtrisé au sol, menotté, criant des mensonges et de la trahison. Je me tenais tremblante, appuyée contre le comptoir. Mon père a tendu la main vers moi, me serrant dans ses bras. Ma mère est apparue du couloir, les larmes coulant sur son visage. C'était enfin fini. Nous sommes restés là, nous trois nous accrochant les uns aux autres, l'air nocturne froid à travers la fenêtre cassée. Pour la première fois depuis ce qui semblait être une éternité, j'ai murmuré, nous sommes libres. Le vrai testament. La maison ressemblait à ce qu'elle avait toujours été, mais différente en quelque sorte. Plus calme, plus douce. Des mois s'étaient écoulés depuis la nuit où Marcus avait été arrêté. Mes parents avaient reconstruit ce que le feu avait détruit, pièce par pièce, et maintenant l'endroit sentait légèrement la nouvelle peinture et la lavande, exactement comme ma mère l'aimait. Les arbres à l'extérieur étaient à nouveau verts et la lumière du soleil se déversait par la fenêtre de la cuisine, atterrissant sur la même vieille table à manger où nous avions l'habitude de prendre le petit déjeuner du dimanche. J'étais revenu ce matin juste pour déposer du courrier et vérifier quelques petites choses pendant que mes parents rendaient visite à des amis hors de la ville. Mais au moment où je suis entré, l'air m'a semblé plus lourd, comme si les murs se souvenaient encore de tout ce qui s'était passé ici. J'ai marché lentement dans chaque pièce, traçant mes doigts le long des étagères et des cadres photos. Il y avait du rire capturé dans chaque image, et pourtant tant de douleur derrière maintenant. L'odeur de polish de bois frais se mélangeait à autre chose. La nostalgie, peut-être. Mes pas se sont arrêtés devant la chambre de ma mère, la même où tout avait commencé. La porte du placard se tenait là, fraîchement peinte en blanc. Plus aucun signe de la peur qu'elle avait autrefois contenue. Mais mon cœur battait toujours la chamade alors que j'atteignais la poignée. Cette première nuit a flashé dans mon esprit, le bruit de la respiration, la poignée tremblante, l'obscurité qui attendait à l'intérieur. Je me suis dit que ce n'était qu'une pièce, juste du bois et des charnières. Mais je devais la voir une dernière fois. La porte s'est ouverte en grinçant. Des étagères vides. Un sol propre. La légère odeur de cèdre. J'ai failli rire de son apparence ordinaire maintenant. Puis quelque chose a attiré mon regard, un petit coin de papier scotché à la paroi du fond, caché sous une latte de bois. Je l'ai décollé avec précaution. C'était une enveloppe, vieille et jaunie, avec mon nom écrit de la main soignée de mon père. Mes mains tremblaient alors que je l'ouvrais. À l'intérieur se trouvait un document plié unique, son testament original. Le vrai. En lisant, les larmes ont brouillé les mots. Il m'avait tout laissé, la terre, les droits, la maison. Chaque signature, chaque détail était daté des années avant que le chaos ne commence. Il avait déjà pris sa décision il y a longtemps. Il ne se battait pas pour se protéger de la famille. Il me protégeait, moi. Ma poitrine s'est serrée. Je pouvais presque entendre sa voix dire, « Nous avons fait ce que nous avions à faire, Nia. Pour toi. » J'ai pressé le papier contre ma poitrine, respirant le silence. La maison a semblé soupirer avec moi, l'air plus léger en quelque sorte. Pour la première fois, je n'ai pas ressenti de peur en me tenant dans cette pièce, juste la paix. J'ai refermé l'enveloppe, l'ai remise soigneusement en place et j'ai murmuré, « Merci, papa. » Puis j'ai doucement refermé la porte du placard, le loquet cliquetant doucement. Le soleil filtrait à travers les rideaux, peignant la pièce en or. Cette fois, ai-je murmuré, un petit sourire touchant mes lèvres, la maison peut se reposer. Et vous? Pensez-vous que Nia a fait le bon choix en fermant enfin ce chapitre? Ou aurait-elle dû continuer à chercher plus de réponses sur le passé de sa famille? Partagez vos réflexions dans les commentaires, j'aimerais beaucoup les entendre. Et si vous aimez ce genre d'histoire, assurez-vous de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer la prochaine.